Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la vallée du vent. Il y a 1000 ans, la Terre fut anéantie par la pollution de civilisations industrielles. Une forêt toxique a recouvert presque toute la planète et menace les derniers survivants. Encore un village mort. Allons-nous-en. La Foucaille va bientôt l'engloutir. Née aux confins occidentaux du continent eurasien, la civilisation de l'industrie s'était répandue en quelques siècles dans le monde entier pour constituer une gigantesque société industrialisée. Cette civilisation du gigantisme industriel, arrachant les richesses du sol, maculant les cieux et allant jusqu'à recréer des êtres vivants à sa guise, parvint à son zénith 1000 ans plus tard, avant de sombrer dans un déclin fulgurant. Au cours de la guerre qui fut désignée comme les 7 jours de feu, les cités humaines, répandant des substances empoisonnées, furent anéanties, les savoirs techniques complexes furent perdus, et la surface terrestre dans son ensemble prit l'aspect d'un désert. Par la suite, la civilisation industrielle ne connut pas de reprise, et l'humanité dut faire face à une longue ère crépusculaire. Nausicaa! Nausicaa! Ainsi commence Nausicaa de la vallée du vent, le deuxième long métrage du réalisateur Hayao Miyazaki que ce film propulse vers la reconnaissance internationale en 1984. Le film met en scène une petite fille, Nausicaa, qui doit sauver la planète envahie par la pollution, la forêt toxique appelée Foucaille, et en proie aux guerres entre les communautés survivantes. Bonjour Raphaël Colson. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. On vous doit un ouvrage avec Gaël Régnier appelé Hayao Miyazaki, cartographie d'un univers, aux éditions Les Moutons électriques. Tout à fait. Et vous êtes par ailleurs essayiste spécialisé dans l'étude de l'imaginaire populaire, plus spécifiquement de l'imaginaire futuriste, autrement dit la science-fiction. On va y revenir. J'ai présenté le film Nausicaa, et en fait, quand on présente ce film, c'est l'univers entier de Miyazaki qu'on présente, non ? C'est une belle partie de l'univers de Miyazaki, ou tout le moins qui correspond à une période très spécifique dans l'œuvre, ce que moi j'appelle la période futuriste ou rétro-futuriste, où il y a un ensemble d'œuvres donc qui part de Conan, fils du futur, donc sa première réalisation série télé, qui inclut Nausicaa, Le voyage de Shuna no Tabi, qui est un manga non traduit en français, et qui s'achève avec Laputa. Et ces 4 œuvres, donc Laputa, le château dans le ciel, et ces 4 œuvres correspondent à une période donc associée à la science-fiction, puisque ce sont 4 œuvres de science-fiction. 4 œuvres qui sont par ailleurs des œuvres qui se situent dans un futur post-apocalyptique, et qui sont aussi, autre lien commun, l'esthétique rétro-futuriste, qui est un mélange donc de choses anciennes et de choses futuristes. Nausicaa étant le meilleur exemple, puisque nous pouvons voir des chevaliers en armure côtoyer des fantassins avec des fusils et naviguer sur des énormes vaisseaux volants. Alors c'est un film délirant, hein. Bon, tous les films de Miyazaki ont quelque chose d'un peu délirant. C'est alors peut-être pas tous de la science-fiction, mais ils exploitent tous, ils explorent vraiment des recoins de l'imaginaire où on n'a pas l'habitude d'aller. Là, dans Nausicaa, c'est peut-être le scénario le plus complexe, qu'on peut expliquer assez facilement, mais même visuellement, ce qui se passe quand on écoute le film, quand on le regarde, est quelque chose d'assez unique. Tout à fait. Alors, moi, j'insiste toujours sur un petit point, c'est qu'il existe 2 versions du récit. Il y a le film, 84, et il y a surtout le manga, puisque le film est tiré d'un manga. Le manga court de 1982 à 94, et donc développe une histoire, on va dire quand même, encore plus riche que le film, puisque le film correspond aux 2 premiers volumes sur les 7. Donc du coup, le film développe un univers, mais le manga surdéveloppe en fait cet univers-là, et donc constitue une œuvre vraiment fabuleuse. Mais c'est comme Game of Thrones en fait. La série qui est adaptée du roman, et c'est le même, le créateur est en fait identique, celui qui a écrit les romans participe à la rédaction du scénario de la série, et les deux s'écartent au bout d'un moment.
le film et le manga s'inscrivent dans l'œuvre de Miyazaki, donc voilà, on va y revenir sur certains points, mais oui, ça constitue, en tout cas le manga, moi de mon point de vue, c'est comme je dis toujours, si je me retrouve sur une île déserte, si j'amène une seule chose, c'est Nausicaa, le manga. Ah oui ? Ah oui, Pourquoi ? Parce que je pourrais le relire des dizaines de fois et surtout, ça constitue une des œuvres majeures de la science-fiction. Alors le film est une étape très importante, comme on l'a cité tout à l'heure, sur le fait que ça a marqué une étape dans l'histoire de l'animation adulte, que le personnage de Nausicaa a profondément marqué l'imaginaire japonais. Donc le film, voilà, a une importance, mais le manga, du fait des thématiques développées à l'intérieur, la finalité du manga, et donc tout l'ensemble de thématiques qui n'apparaissent pas dans le film, nourrissent une œuvre, et qui pour moi est une œuvre majeure dans la science-fiction, au niveau des thématiques. Voilà, mais c'est ce que vous dites bien dans votre ouvrage, qui vraiment prend au sérieux le cinéma de Miyazaki pour montrer les questions qu'il soulève. En fait, c'est le fond, le contenu des films aussi qui vous intéresse. Vous parlez de rétrofuturisme. Il y a aussi, évidemment, et dans ce film de manière emblématique, une réflexion sur le rapport entre l'homme et la nature. Dire que Miyazaki est écolo est un peu réducteur. Il y a une vraie réflexion sur l'éthique de la Terre, en fait. Il le dit lui-même qu'il est pas... En tout cas, il faut pas envisager Miyazaki sous l'angle de l'écologie telle que nous on l'entend en Occident. C'est un peu plus subtil, c'est un peu plus... Dites-nous. Disons, il y a la citation où il explique à un moment qu'il boit énormément de café, qu'il utilise beaucoup de papier et qu'il n'est pas donc écolo dans ce sens tel que nous on peut l'envisager. Mais que Miyazaki est un japonais, qu'il vit dans une culture shintoïste et qui a un rapport à la nature qui est très particulier, au moment où toute chose a pratiquement une âme au sein de la nature. Et donc là, le rapport de la culture japonaise avec la nature, quand même diffère du rapport occidental que nous avons avec la nature. Et ça, on le voit dans son cinéma. Et on le voit dans son cinéma, et d'ailleurs, on le voit énormément aussi dans Nausicaa. C'est le rapport simplement de est-ce qu'on domine la nature ou est-ce qu'on cherche l'équilibre ? Et Miyazaki cherche l'équilibre, évidemment, mais renvoie bien à cette problématique de la civilisation techno-industrielle et de cette volonté d'écraser et de dominer la nature. Et dans le manga Nausicaa et dans le film, on aborde en fait tous ces aspects-là. Ouais. Alors venons-y à ce film, La Vallée du Vent, c'est un petit royaume agricole qui est protégé des spores, on va dire, et de la fukai, cette forêt toxique empoisonnée, par des vents marins. Et au début du film, la tranquillité de la vallée se trouve troublée par l'irruption, le naufrage d'un vaisseau gigantesque, qui est en fait un vaisseau de l'empire Tolmec. Tolmec, tout à fait. Parce que dans cette civilisation post-industrielle et post-apocalyptique, en fait, les communautés vont s'entretuer. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une réflexion sur l'homme et la nature, mais aussi sur la vie en communauté. En communauté, oui, tout à fait. C'est l'approche, comme on expliquait sur le travail de recherche, c'est que Miyazaki travaille sur le rapport à la société, c'est-à-dire comment peut-on vivre en communauté. C'est aussi tout le destin des personnages. Bon, ça, c'est une piste. Il y a une réflexion sur la civilisation et une réflexion sur la nature. Et à partir de là, s'imbrique un ensemble de questions et d'interrogations sur comment, effectivement, l'homme peut établir un équilibre, ou est-il en conflit avec la nature. C'est le sujet de Nausicaa. Et il y a aussi ce rapport avec la civilisation, mais qui est, développé de manière plus légère dans le film. C'est-à-dire que, étant donné que le film est de 84, donc correspond aux 2 premiers volumes, donc dans le film, c'est une version, si vous voulez, simplifiée du manga. Et il a notamment éliminé dans le film les Dorks, qui est l'autre empire sur lequel il y a une guerre qui oppose les Tolmecs et les Dorks, puisque l'empire Tolmec a envahi le domaine des Dorks. Et ça, c'est le grand sujet qui va être développé dans le manga. Et effectivement, dans le manga, Miyazaki insiste énormément sur ce rapport de conflit entre sociétés. Mais on y reviendra sur un extrait où justement je vais aborder la notion de folie des hommes. Donc on reviendra peut-être dessus spécifiquement. Alors vous créez le suspense. Voilà. Écoutons un premier extrait. Alors en tout cas, donc les Tolmecs vont envahir la vallée du vent pour récupérer en fait une espèce de colosse, quelqu'un qui était très important pour eux parce que c'est lui qui a anéanti le monde lors de la guerre, de ce qu'on appelle la guerre des 7 jours de feu, qui fait écho d'ailleurs dans l'actualité du 20e siècle. La guerre des 7 jours fait référence au conflit israélo-palestinien notamment. On pourrait même voir les 7 jours de la création. Voilà, vous voyez, la guerre des 7 jours finalement a des références multiples. Et là on va entendre quelqu'un qui représente les Tolmecs, qui va exposer son plan d'invasion, et puis il y a la vieille dame Obaba, qui elle fait partie de la vallée du vent, qui va lui donner la réplique. Écoutez ce premier échange qui vous donnera le ton de ce film. Écoutez tous! La princesse Kushana, commandant en chef des forces Tolmec, va maintenant prendre la parole. Villageois, nous sommes venus dans votre vallée pour parler de paix.
pour unifier les pays frontaliers et bâtir une seule et grande nation. Votre royaume est bordé par la forêt toxique qui gagne du terrain. La Foucaille va vous envahir. Votre peuple est en voie d'extinction. Unissez-vous au peuple Tolmec pour qu'ensemble, nous puissions brûler la Foucaille. Brûler la forêt toxique? C'est impossible! Nous avons fait revivre une arme technologique d'une puissance phénoménale. Grâce à elle, les humains avant nous avaient conquis la Terre. À tous ceux qui choisiront de me suivre, je promets aujourd'hui que demain, ils ne craindront plus ni les insectes, ni les poisons mortels. Attendez une minute. Toucher à la Foucaille, votre Altesse, serait pure folie. Qui est cette vieille radoteuse? Garde, emparez-vous d'elle. Qu'on la laisse parler. Vous voudriez donc mettre le feu à la forêt toxique, comme tant d'autres humains ont tenté de le faire depuis son apparition il y a 1000 ans. Mais chacune de leurs tentatives ne fit qu'accroître la colère de milliers d'Omu qui se rassemblèrent en troupeaux pour déferler sur nos terres tel un raz-de-marée dans leur fureur aveugle. Des nations furent écrasées, des cités avalées. Les Omu poursuivirent ainsi leur marche dévastatrice jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir de faim. Puis, peu à peu, la moisissure prit naissance sur les milliers de cadavres et remplit l'atmosphère de poisons mortels. La terre se transforma en Foucaille, vaste océan putride. Voilà pourquoi il ne faut pas toucher à la forêt toxique. La forêt toxique a poussé sur France Culture les chemins de la philosophie. Nous parlons de Miyazaki cette semaine et aujourd'hui du film Nausicaa et la vallée du vent. Nous avons présenté les adversaires et les conflits dans ce film, Raphaël Colson, donc là, les communautés humaines entre elles, la pollution, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, ce sont les insectes. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un Omu? On a entendu ici que c'était les Omu. Ce sont les gardiens de la forêt. Donc c'est toute une faune, c'est la mère de décomposition, en tout cas dans le manga, j'ai tendance toujours à dire mère de décomposition. Donc la Foucaille dans le film, c'est un vaste espace, un écosystème qui comprend une flore et une faune toxiques pour l'humain. Et les Omu sont les énormes scarabées titanesques qui sont les gardiens de la forêt et qui assurent la protection de la forêt. Alors des scarabées, on dirait gigantesques. Des titans. Voilà, ce sont des titans. Ouais, 20 fois la taille de l'homme, ils ont des yeux de verre qui recouvrent le corps et ils avancent très lentement. Et à côté, il y a toute une faune aérienne qui est associée aux Omu, mais les Omu, ce sont les grands gardiens de la forêt. Et dès que la forêt est agressée par l'homme, c'est ce qu'évoque Obaba pour prévenir Kushana des dangers, c'est qu'effectivement, des décennies, des siècles auparavant, les humains donc de la société qui est post-apocalyptique décident de s'attaquer à la forêt et déclenchent l'énorme fureur des Omu qui vont en fait du coup attaquer les royaumes humains et répandre les substances toxiques et donc faire avancer la forêt toxique. Et donc Obaba prévient les Tolmecs en disant si vous réitérez ce geste, à nouveau vous allez déclencher la fureur de la forêt. Donc c'est vraiment important sur cet aspect-là. Mais l'extrait, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de présenter le personnage de Kushana. Donc voilà, cette princesse Tolmec qui dirige l'expédition, qui voue une haine féroce à l'égard de la forêt. Ça s'explique parce qu'elle a été victime de la forêt, physiquement victime. Elle en parle plus tard dans le film. Et du coup, son discours permet de mettre en avant le discours de cette humanité qui est en conflit avec la nature. En tout cas, une nature qu'elle estime hostile, puisque toxique. Et cette croyance sur l'idée que la science permettra de vaincre cet espace hostile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en japonais, dans les idéogrammes, Nausicaa et Kushana sont des anagrammes. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'au début du film, à un moment, Nausicaa est prise d'un accès de fureur au moment où les Tolmecs envahissent la vallée. Donc il y a la mort du père de Nausicaa. Donc les Tolmecs tuent le père. Les Tolmecs tuent le père, donc elle veut assassiner les guerriers Tolmecs. Et il y a une scène donc de combat et Maître Yupa, qui est un petit peu le mentor de Nausicaa, va s'interposer. Scène que l'on retrouve d'ailleurs dans Princesse Mononoke au Kyoto. Mais donc cette scène est importante puisque Nausicaa se rend compte qu'elle a une fêlure dans son être et elle a peur de cette violence. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire d'anagramme, c'est que finalement Kushana, c'est la version négative de Nausicaa. Ce sont deux princesses. Ce sont deux princesses. Et du coup,
le fait que ce soit deux princesses, ce sont deux personnes qui vivent dans les communautés survivantes, donc à la périphérie de la mer de décomposition. Et du coup, Nausicaa a fait un choix, donc on reviendra pourquoi elle fonctionne, elle a développé une empathie à l'égard de la mer de décomposition, la forêt toxique. Donc elle a fait un choix, une voie qui sera la voie de l'équilibre avec cette nature. Et Kushana, elle, c'est le personnage qui, au contraire, fonctionne dans une autre logique, la logique inverse, et veut absolument détruire la mer de décomposition, la Fukai. Et Nausicaa aurait pu devenir comme ça. Donc du coup, il y a vraiment cette histoire d'avoir deux personnages qui sont le miroir l'un de l'autre, mais sur deux aspects, deux rapports à la nature. Ce qui frappe aussi dans cet extrait, c'est la dimension mythologique du récit. Yobaba fait référence à une époque bien lointaine. Bien lointaine. Et le film entier, d'ailleurs, est empreint de cette mythologie. Nausicaa, dans la mythologie grecque, existe. C'est la fille d'Alkynos et d'Athéna. C'est celle qui sauve Ulysse dans l'Odyssée. Et il y a plus d'un point commun entre ce film et l'Odyssée d'Homère, non ? Alors, il y a ces points-là. Moi, je les ai pas, disons que je les ai pas creusés. Ce qui m'intéresse plus sur ce rapport de mythologie, par contre, c'est sur le travail que je suis en train de faire sur la fiction post-apocalyptique, sur l'imaginaire post-apocalyptique. Et Nausicaa, si vous voulez, pour faire très simple, l'imaginaire post-apo, si on en fait une métafiction, il y a deux temporalités, le temps du survivant et le temps du descendant. Et c'est vraiment très très important parce qu'il y a une séparation de plusieurs générations entre ces deux types de récits. Et Nausicaa appartient au temps du descendant. C'est-à-dire, ce sont des générations après la destruction du monde. On vit dans une société qui subit les effets de la destruction, mais c'est une société normalisée. Nausicaa n'est pas une survivante en tant que telle. Elle vit dans une société qui s'est développée. Et du coup, l'histoire de la mythologie, c'est que dans cette métafiction autour du temps du descendant, il y a un rapport très important sur le temps de l'avant, c'est-à-dire la société avant l'effondrement. Et du coup, il y a tout un travail autour de la mythologie. C'est-à-dire que ces sociétés descendantes, soit elles ont oublié le passé, soit elles l'ont intégré dans des mythes, soit elles cherchent de renouer avec ce passé. Et donc toute la phase avec Yobaba qui raconte cette histoire de société ancienne qui a essayé de s'attaquer à la forêt, rentre un petit peu dans cet esprit de la mémoire à l'égard de la société ancienne. Et l'utilisation de la technologie sur ces rapports-là. Vous dites que vous n'avez pas creusé ce lien avec la mythologie grecque. En même temps, vous précisez bien dans votre livre que les films de Miyazaki sont souvent des récits, des voyages. On va d'un point à un autre, ou parfois l'arrivée en exilé, alors qu'ici c'est un aller-retour. C'est exactement ce que fait Ulysse dans l'Odyssée. Oui. Mais ça correspond justement... quand je parle de deux récits, le film et le manga, ces deux œuvres, ces deux versions-là, illustre parfaitement les deux grandes périodes, on va dire, narratives chez Miyazaki. Avec la césure, c'est Laputa, le château dans le ciel, le final, et Mon voisin Totoro, qui marque une césure. Jusqu'à Laputa, le château dans le ciel, on est dans un schéma très classique, qui est le personnage, le héros, ou l'héroïne, mène un voyage aller-retour. On est dans un schéma classique. Le personnage part à la découverte du monde, mène une quête et revient chez elle et rapporte ce qu'elle a découvert. Et Nausicaa, le film, on est parfaitement dans ce schéma-là. Elle quitte la vallée, va au cœur de la mer de décomposition, découvre le secret de la mer de décomposition et ramène avec elle ce secret qui permet donc de régler le conflit d'ailleurs entre humains et nature. Dans le manga, par contre, on a basculé, c'est que Nausicaa ne reviendra jamais chez elle. Donc c'est l'exil. Et à partir de Totoro, donc la fin de Laputa annonce d'ailleurs cette rupture, mais c'est à partir de Totoro, tous les récits de Miyazaki éludent l'histoire du voyage, ou plus ou moins ne l'évoquent pendant 10 minutes. Voilà, c'est juste un petit temps court, et ce qui intéresse, c'est ce qui va se passer dans les terres étrangères. Et que le manga est une variation, puisqu'il s'achève en 94, et donc Nausicaa ne revient pas. Et ça, c'est vraiment très très important, parce que ça a une influence sur l'existence de la vallée du vent, et sur le rapport aussi à à l'autorité, au leadership, à l'organisation sociale. Très présent aussi dans les films de Miyazaki, voilà, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs. Donc, mais voilà, sur cet aspect donc de deux types de récits, deux finalités, et donc c'est vraiment important. Du coup, Nausicaa a deux parcours. Donc pour moi, là, il y a même deux versions de Nausicaa en réalité. Alors si on avance un peu dans le film, il y a une scène clé qui arrive après de nombreuses péripéties. On peut pas toutes les raconter, mais on va essayer d'en ressaisir l'essentiel pour laisser déjà une part du plaisir aux spectateurs, pour ceux qui vont découvrir ce film, qui vont en plus découvrir les images qui sont absolument sublimes. Après 1 heure à peu près de visionnage du film, on arrive à une scène clé dans laquelle Nausicaa se souvient
de quelque chose. Est-ce que vous voulez nous donner quelques éléments avant qu'on entende la scène, ou vous voulez qu'on entende? Alors on peut donner quelques éléments. Dites-nous. C'est que ce qui pose un petit peu point d'interrogation dès le départ, c'est que Nausicaa peut rentrer dans la mer de décomposition. Elle vit en harmonie avec cette mer de décomposition. Il y a plusieurs scènes. Il y a la scène du laboratoire secret, par exemple, qui évoque cet aspect-là. Et qu'à un moment, avant de redécouvrir le souvenir, il y a une scène de contact avec les Omu. Quand il y a eu une bataille aérienne, Kushana se retrouve avec Nausicaa et avec ses serviteurs. Ils sont coincés dans un espace, donc sur un lac, dans la mer de décomposition, et il y a l'arrivée des Omu. Et là, les Omu rentrent en contact avec Nausicaa et partent, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ce petit quelque chose, qui explique d'ailleurs le lien d'empathie qu'a Nausicaa à l'égard donc des Omu et le respect des Omu à l'égard de Nausicaa, c'est ce souvenir-là. Que voici. Nausicaa! Nausicaa! Viens ici. Viens, mon enfant. Maman est là aussi? Non, pas là-bas! Je veux pas aller là-bas! Reste où tu es! Non, non! Allez-vous-en, ne restez pas là! Il n'y a rien ici pour vous! Allez-vous-en! Ne sors pas d'ici, rentre là-dedans! Un Omu, un bébé Omu. Encore une preuve que les insectes ont ensorcelé ma fille. Donne-le-moi, Nausicaa. Mais il est tout petit, il n'a rien fait de mal! Les insectes et les hommes ne sont pas faits pour vivre ensemble dans le même monde, tu le sais. Ne le tue pas! S'il te plaît, ne le tue pas! Les insectes et les hommes ne sont pas faits pour vivre ensemble. C'est ce que le père de Nausicaa lui enseigne, Raphaël Colson. Et là aussi, référence biblique, on pense aux sauterelles notamment qui envahissent dans l'Exode, le 8e fléau de la Bible. Là, c'est une réflexion qui est très très forte. C'est plus subtil que l'homme et la nature. Pourquoi les insectes et les hommes ne peuvent-ils cohabiter? Ne peuvent pas cohabiter parce que il y a un rejet de l'un et de l'autre, mais par incompréhension. Alors après, est-ce que je révèle un aspect qui est développé dans le manga, qui n'est pas développé dans le film, qui explique l'origine en fait de la mer de décomposition? Ce n'est pas une création naturelle, mais une création artificielle. C'est le fruit des derniers survivants de la Grande Guerre, donc des 7 jours. Donc ça, c'est vraiment très important dans le manga. Et du coup, ce rapport, cette opposition entre la mer de décomposition et cette humanité, c'est que en fait, ils font partie en réalité du même écosystème. Ils sont indissociables l'un et l'autre. C'est ce qui est expliqué dans le manga. Mais que l'humanité a oublié ce rapport-là. Donc, au moment où on considère que la mer de décomposition est dangereuse pour l'homme, puisque les humains en subissent les effets, ils tombent malades, ils finissent par en mourir. Donc c'est ce qui s'appelle la forêt toxique dans le film, la Fukai. La Fukai dans le film. Oui, j'ai toujours ce rapport-là. Dans le manga, c'est vraiment mer de décomposition. Effectivement, dans le film, c'est la Fukai. Et la Fukai est perçue comme un espace hostile à l'égard de l'homme. Donc, et comme les insectes sont les gardiens de cette mer de décomposition, cette Fukai, l'humanité estime qu'elle ne peut pas vivre du tout en rapport avec cette mer de décomposition. Mais ce qui est important dans cette scène, qui est d'ailleurs pour moi la scène la plus touchante du film, par son traitement graphique, par le choix de l'air, par le sens qu'elle véhicule, c'est qu'elle nous montre comment le point d'origine de pourquoi Nausicaa vit en symbiose avec cette forêt, pourquoi il y a un respect, pourquoi les Omu la respectent, pourquoi elle respecte les Omu, c'est simplement parce qu'elle a une empathie à l'égard de l'autre. Là, en tout cas, voilà, elle voit un petit Oumu, un bébé Oumu, donc qui pour le coup est petit, elle-même est petite fille, et l'Oumu est vraiment tout petit, il lui arrive à peine au mollet, et elle sent que son père va vouloir s'en prendre à ce bébé Oumu, et elle lui dit sauve-toi, rentre dans l'arbre. Donc on la voit elle-même gardienne des Omu qui gardent la forêt. Elle prend cette défense et on ne sait pas pourquoi. Voilà.
C'est simplement Pour moi, c'est l'empathie. l'empathie. Alors, on pourrait évoquer la question de la curiosité, c'est-à-dire d'être ouvert à l'autre. Parce qu'une des grandes problématiques mises en avant chez Miyazaki, c'est le rapport à l'autre. C'est la rencontre avec l'autre. Et que tous les personnages miyazakiens, en particulier dans la deuxième phase, on va dire narrative, qui est l'arrivée d'un personnage en terre étrangère et de quelle manière il va pouvoir intégrer cette terre étrangère, c'est de mettre en avant le rapport à l'autre. Et dans Nausicaa, ce rapport à l'autre, c'est ce rapport d'une humanité qui est complètement perdue, qui vit en marge donc d'un espace qui lui apparaît hostile. Et du coup, de cette hostilité, il n'y a aucune volonté de comprendre l'autre. Mais on pourrait évoquer le même rapport entre les civilisations qui s'affrontent chez Nausicaa, où il y a toujours une histoire de pouvoir, mais il y a aussi une incompréhension entre différents groupes. Donc moi, je pars toujours sur l'idée que c'est simplement l'incompréhension de l'autre. L'absence d'aller au contact de l'autre. Parce que l'autre est radicalement étranger Voilà, aussi chez parce Miyazaki. que c'est radicalement On étranger. dirait qu'ils font partie d'une autre espèce, qu'on peut penser Voilà. à Ponyo sur la falaise, à Chihiro. On a vraiment, c'est même pas juste une humanité. On dirait que l'humanité est composée de différentes espèces. Chez C'est ça. Miyazaki. Et donc c'est pour ça que je parle de l'autre, on va dire, en italique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'autre, ça peut prendre des tas de formes. Et chez Nausicaa, ça prend la forme notamment de ce rapport à la nature. Et pour comprendre un petit peu cette incompréhension, on peut aussi renvoyer à Mononoke, puisque Mononoke est une variation miroir déformé de ce qu'est Nausicaa, et que dans Nausicaa, on est dans une société future, une projection dans un temps futur, et que là, c'est la nature qui apparaît agressive à l'égard de l'homme, c'est-à-dire qu'elle reprend ses droits à l'égard d'une civilisation humaine qui a tout dévasté. Alors chez Mononoke, c'est l'inverse, on est dans le processus historique ancien, et là, c'est la nature qui subit les coups de l'humanité. Mais c'est toujours là aussi cette question d'incompréhension. Et par rapport à cette scène et sur ce rapport d'incompréhension entre nature, l'opposition entre humanité et nature, elle renvoie aussi, à mon sens, à cette perspective occidentale qui est de dominer la nature. Si la nature nous échappe, nous devons l'écraser. Elle apparaît automatiquement comme notre ennemi. Du coup, ça renvoie à la scène qu'on a écoutée tout à l'heure avec Princesse Kushana, quand elle explique, grâce à la science, nous pourrons détruire la Fukai, nous pourrons reprendre nos droits, et toujours cette croyance de se dire, grâce à la science, grâce à la technologie, nous pouvons dominer la nature. Même si là aussi Voilà. Miyazaki est plus subtil que ça, il ne condamne pas la technologie. Il ne condamne pas la technologie. D'ailleurs, on voit le mais petit planeur avec voilà. lequel se déplace Nausicaa. Et qui C'est est pas présent condamner tout à la l'heure, technologie, c'est cet emploi de la technologie et cette illusion de croire que la civilisation techno-industrielle nous permet de tout dominer. Avant d'en Voilà. venir à cette folie des hommes, parce que ça c'est une partie de la folie des hommes Très quand même, importante. petite parenthèse, on va faire un petit voyage nous aussi dans le jardin secret de Nausicaa, parce qu'on découvre à ce moment-là du film eh bien qu'elle-même a tout compris de la nature et elle sait que les plantes que l'on qualifie de toxiques, en réalité, peuvent être utilisées de manière bénéfique et elle s'en est rendue compte. Vous parliez d'empathie et de curiosité. Eh ben là, c'est presque de science quand même parce que son père était malade et avant qu'il soit assassiné par les Tolmecs, elle voulait le sauver. Et à l'aide de recherches et de découvertes, elle s'est rendue compte que ces plantes dites toxiques étaient en fait médicinales. Nausicaa, qu'est-ce que tu fais ici? Ce sont des plantes toxiques de la Fukai. Je les ai fait pousser sur des spores que j'ai recueillis moi-même. Mais n'ayez crainte, elles ne libèrent aucun poison. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, l'air est pur et respirable. Comment est-ce possible? Je connais ces plantes, elles portent tout un poison mortel. J'ai fabriqué un système d'irrigation avec de l'eau pompée dans un puits à 500 mètres de profondeur. Une eau très pure, comme le sable prélevé au fond du même puits. J'ai vite compris que dans un environnement non pollué, les plantes de la Fukai n'étaient plus toxiques. Les poisons proviennent de la surface du sol. Même le sol de la vallée du vent est contaminé. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui a bien pu mettre le monde dans un tel état de décomposition? Tu as découvert ça toute seule. Oui, j'espérais trouver un remède efficace contre la maladie de mon père. Mais... c'est trop tard et je ferme cet endroit. J'ai déjà coupé les vannes. Les plantes vont bientôt se faner et mourir. Et les sanglots de Nausicaa sur France Culture, les chemins de la philosophie. Alors ce jardin secret, Raphaël Colson joue un rôle très important, déjà parce qu'il est emblématique là aussi du rapport à l'espace qu'on trouve dans les films de Miyazaki, cet espace qui semble
indéfiniment ouvert sur autre chose. Et en même Tout à temps, fait. voilà, c'est vraiment Jardin secret, c'est l'endroit où un des personnages, presque dans tous les films, va pouvoir se retrouver, être seul et comprend un certain rapport au monde. Et soigner ses blessures, qu'elles soient physiques ou non. Mais oui, le jardin secret, c'est extrêmement important. Alors juste pour, on va dire, placer un peu le contexte, avec Gaël, l'approche qu'on a eue, c'est de... Donc votre co-auteur, Gaël le Régnier, dans co-auteur votre livre. de l'ouvrage, c'est que on envisage l'œuvre de Miyazaki sous une forme métafiction. C'est-à-dire qu'en fait, il nous raconte toujours à peu près la même histoire, il travaille toujours sur la même toile, et après, d'œuvre en œuvre, ce sont des variations. Et qui a vraiment l'idée du voyage, c'est-à-dire on part d'ici et on va jusqu'à là-bas. Il y a d'ailleurs un des personnages dans le voyage de Chihiro qui dit clairement ça. Je suis, voilà, ici, j'aimerais aller là-bas. Donc c'est très important chez Miyazaki. Et ce voyage-là, donc nous conduit sur ces fameuses relations entre société, civilisation, nature, donc ces problématiques-là. Et il y a un autre aspect qui est pour moi très très important, c'est effectivement le rapport du passage de l'espace fermé et de ce qui se cache au cœur de cet espace fermé. Donc dans le cas de Nausicaa, c'est cette mer de décomposition qui a un espace fermé, qui est hostile à l'égard des hommes, puisqu'il est dangereux, qu'il faut une forme d'invitation pour entrer dans cet espace fermé. Donc Nausicaa, c'est ce fameux lien empathique avec les Omu. Mais on pourrait citer donc toutes les autres œuvres de Miyazaki, ça fonctionne toujours de la même manière. Il y a un espace fermé à l'intérieur duquel se cache quelque chose, un cœur. Donc là, on pourrait renvoyer à la notion d'oku. L'oku, qui dans la culture japonaise, c'est l'idée du fond dans le fond. Alors pour faire très simple, je dois avoir un bout de citation exacte, mais l'idée, c'est par exemple dans nos sociétés occidentales, on fonctionne sur la verticalité. Prenons par exemple nos cathédrales, on a toujours été dans une verticalité. Au Japon, traditionnellement, c'est une culture plutôt à l'horizontale, dans la mesure où c'est un pays qui subit quand même des séismes, des tsunamis. Donc il y a une structure horizontale, notamment dans le temple shintoïste. On est dans une structure donc horizontale et qui a un enchaînement d'espaces. Et le fond du fond, l'endroit où on ne peut pas accéder, c'est là où résident les dieux. Et qui a un espace non autorisé à l'humain. Mais qui est à l'intérieur. Mais qui est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un enchaînement d'espaces. Et chez Miyazaki, on retrouve dans tous ses films, dans toutes ses fictions, cet agencement de l'espace fermé au sein duquel on va retrouver d'autres espaces emboîtés et que l'objectif des personnages, c'est d'atteindre le fond. Dans le film Nausicaa, le fond, c'est ce fameux cœur où Nausicaa tombe avec Asbel et découvre l'espace minéralisé où elle va découvrir donc le secret de la mer de décomposition, qui est de régénérer la Terre. Oui, c'est ça. C'est quand même le gros, voilà, l'événement du film. C'est l'événement. C'est que cette forêt a une fonction, c'est qu'elle régénère la Terre. C'est pas elle qui est toxique, en fait. La forêt protège les humains d'une pollution qui vient d'ailleurs. En fait, la Terre est polluée. Et cette nature retire la pollution. C'est ce que comprend d'ailleurs Nausicaa dans ses expériences dans le laboratoire. Et on comprendra plus tard que cette fameuse foucaille n'est pas naturelle, mais artificielle. Elle a été créée par les survivants de la guerre, qui, pour sauver l'humanité, a décidé de créer cette mer de décomposition pour régénérer la Terre. Et en parallèle, c'est que l'humanité qui vit autour de cette mer de décomposition est elle-même associée et elle est vouée à disparaître. Et donc, il est important, cette logique de l'espace fermé. Et à préciser que dans le manga, Miyazaki va beaucoup plus loin dans ce rapport de l'espace fermé, puisque le fameux cœur qu'on découvre dans le film n'est pas le cœur. C'est-à-dire qu'elle va mener un voyage mental dans le manga qui va l'amener encore au-delà de ce cœur. Et on va découvrir réellement ce qui se cache derrière la mer de décomposition. Donc là, je conseille aux personnes de lire le manga et de découvrir ce secret. Et une des finalités des personnages, pour conclure sur cet aspect du jardin secret, c'est effectivement le fond du fond dans certains cas, où dans cet espace fermé réside un jardin secret, un espace où les personnages peuvent se reposer. Donc dans Nausicaa, c'est son laboratoire secret. Dans Kiki, ça sera la cabane au fond des bois. Dans le château ambulant, c'est la cabane qui est tout en haut de la montagne. Voilà, à chaque fois, il y a un espace où les personnages peuvent se reposer. Se régénérer dans Pogno, sur la falaise, voilà. C'est l'espèce de laboratoire sous la mer où il y a un puits avec une potion magique. Voilà, et il y a tous ces espaces, ce jardin secret extrêmement important. Mais chez Miyazaki, il y a un terme très important qui est le terme Mujo, où en fait toute chose finalement est vouée à disparaître. Et donc chez Miyazaki, le jardin secret n'est pas un espace invincible, il peut être sujet, victime d'une agression extérieure.
Donc c'est le cas par exemple dans le château ambulant. Et ce qui est intéressant dans Nausicaa sur son laboratoire, c'est qu'elle doit détruire son laboratoire, puisqu'elle doit partir, donc mener sa quête. Et effectivement, elle est amenée à détruire cet espace qui était son jardin secret. Et donc c'est vraiment important, parce qu'on va revenir sur l'aspect juste communautaire, où là aussi il insiste sur le fait que rien n'est invincible. Eh bien voici Voilà. justement l'extrait, vous avez parlé d'Asbel. Asbel est un garçon à peu près de l'âge de Nausicaa, qu'elle rencontre d'abord parce qu'elle le combat, il fait partie des gens de PJT. On n'en a pas encore parlé, il y a les Tolmecs, les Dorks et les PJT, qui eux, par soif de vengeance, veulent diriger à leur tour les Omu et les Tolmecs, qui occupent la vallée du vent, donc un combat assez violent se déclenche entre les habitants de PJT et les habitants de la vallée du vent et les Tolmecs. Nausicaa et Asbel vont lier une sorte d'amitié. En tout cas, il y aura une forme très forte d'empathie amitié. entre les deux, si bien qu'au moment où les habitants, enfin les gens de PJT vont vouloir s'en prendre à Nausicaa, eh bien elle va leur expliquer pourquoi ils ont tort dans leur action, et Asbel va finalement prendre sa défense. Écoutez cet extrait parce qu'il est emblématique de ce que vous appelez la dénonciation de la folie des hommes par Miyazaki. Cette nuit, l'armée Tolmec qui occupe la vallée sera exterminée. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'exterminer? Asbel, qui est cette jeune fille? Nausicaa, de la vallée du vent. C'est elle qui m'a sauvé la vie. De la vallée du vent? Vous allez me dire ce que vous comptez faire? Nous devons tout faire pour reprendre le guerrier géant au Tolmec avant qu'il ne parvienne à le faire revivre. C'est pour sauver la planète que nous le faisons, tu dois le comprendre. Sauver la planète au prix de combien de vies humaines? Vous pouvez pas faire ça! Abandonnez ce plan, je vous en prie! Il est trop tard! Une fois que les insectes sont lancés, plus rien ne peut les arrêter. Les Tolmecs ont envahi notre royaume et massacré une grande partie de notre peuple. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est pas possible. C'est là! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Je comprends votre colère et je ne peux que la respecter. Mais grâce aux guerriers, nous brûlerons la Foucaille et ferons renaître le monde. Vous êtes des sauvages, vous ne valez pas mieux que les Tolmecs! Vous vous trompez, les Tolmecs, eux, veulent détruire le monde. Écoutez-moi, vous aussi vous buvez l'eau qui provient des puits parce que la folie des âmes a pollué tous les lacs et toutes les rivières. Mais si l'eau des puits reste pure, c'est parce que les arbres de la forêt toxique la purifient et vous voudriez brûler toute la forêt toxique. Vous appelez ça sauver notre planète? Vous avez commis l'erreur fatale de déterrer le guerrier géant. Parce que nous n'avions pas le choix. Nous soumettre à la loi des Tolmecs et devenir leurs esclaves. Vous n'avez rien compris. Mais dis-leur, Asbel, dis-leur pourquoi la Foucaille est apparue sur la Terre. Pourquoi les insectes sont devenus les gardiens du monde. Asbel, s'il te plaît. Tu es devenu fou! Ne bougez plus. Maintenant, libérez la princesse. Asbel, reprends-toi. Je le répéterai pas. Libérez-la. Nausicaa, va vite prévenir ton peuple. Asbel, lâchez-moi! On pourrait croire que lorsqu'il s'agit de sauver la planète, l'humanité va enfin s'entendre. Et c'est ce qu'on espère aujourd'hui en 2019, Raphaël Oui, on Watson. aurait plutôt intérêt, oui. Eh ben, Miyazaki nous dit que pas du tout. Au contraire, les gens vont continuer de s'entretuer, y compris au nom de la planète. Au nom de la planète. Alors, il insiste, cette scène est vraiment importante parce qu'elle nous permet de mettre en perspective ce rapport déjà conflictuel avec la nature. De croire que grâce à la science, on va pouvoir régler notre problème alors que c'est cette nature qui est en train de sauver l'humanité. Mais surtout, elle appuie vraiment sur l'idée, c'est cette illusion de croire que faire une politique de terre brûlée, c'est la victoire. Mais non, PJT par exemple, ils en arrivent, les habitants, à détruire leur propre ville et donc à tout dévaster pour chasser l'armée Tolmec qui occupe la ville et de croire que c'est une victoire alors que la ville, elle est morte et que c'est pas un souci et qu'on insiste, on est prêt à tout détruire au nom d'une soi-disant victoire en disant non, ils nous ont attaqués, donc on va réagir, on est prêt à tout détruire, mais on le fera quand même. Et d'ailleurs dans le manga, Miyazaki prolonge en fait cette idée-là avec les savants d'orques qui vont manipuler la forêt jusqu'à créer un Fonjus mutant et donc créer une forêt purement artificielle pour pouvoir s'opposer aux Tolmecs et donc ils ravagent leur propre pays pour pouvoir repousser l'envahisseur.
Et donc toujours cette capacité à ce que l'homme utilise la technologie, la science. Et donc là, avec les gens de PJT, c'est absolument vouloir récupérer le dieu guerrier, où ils se battent tous un petit peu, même les Tolmecs justifient le fait qu'il faut détruire PJT parce que il faut récupérer le dieu guerrier, sinon quelqu'un d'autre va le prendre, et donc du coup il sera plus puissant que nous. Et donc toujours cette illusion du rapport pouvoir-science, et que l'homme est prêt à vraiment tout détruire en pensant agir pour une bonne cause. Mais on en revient à cette particularité de Nausicaa. Pourquoi elle-même n'est jamais prise dans cet effet belliqueux, dans cette quête de pouvoir, et comme si elle avait tout compris. Elle veut sauver y compris ses ennemis. Elle refuse qu'on tue les Tolmecs, elle refuse qu'on tue les Dorks, elle refuse qu'on tue les PJT, elle refuse de tuer les assassins de son père. C'est la dimension messianique du personnage qui me renvoie toujours à cette idée d'empathie, c'est-à-dire qu'à un moment, elle veut renouer les liens, non seulement entre l'humanité et cette mer de décomposition, la Foucaille, mais aussi renouer des liens entre les différentes nations. Et elle a une capacité, donc c'est ça, cette dimension messianique, à nouer des liens avec tous les individus de n'importe quel bord qu'ils soient, donc associés avec les Dorks, avec les Tolmecs, et à nouer ces gens. Et tout au long du manga, parce que le manga vraiment met l'accent sur cet aspect-là, c'est fabuleux de la voir petit à petit ramener toutes les tribus, tous les groupes désunis autour d'elle. Elle fédère au nom de rétablir une paix entre les nations, entre les peuples. Mais elle va même au-delà, beaucoup plus loin que ça. Et dans le manga, elle prend des décisions, par contre, qui d'une certaine manière condamnent toute cette humanité. Mais voilà, elle a quand même des différentes facettes. Ça veut dire qu'elle est pas seulement humaine, c'est ça ce que vous dites ? Si, elle est humaine, mais elle porte le lourd costume du Messie. Et elle fera en sorte dans le manga d'essayer d'échapper à cette condition-là. Mais pour moi, c'est vraiment l'empathie, c'est-à-dire cette capacité à nouer un lien avec l'autre et donc à ne jamais voir les individus comme des ennemis, mais comme des gens qu'il faut découvrir et rencontrer. C'est pour ça que c'est une enfant ? C'est pour ça que chez Miyazaki, ce sont toujours les enfants qui endossent les rôles principaux ? Moi, Nausicaa, pour moi, n'est pas une enfant. C'est une jeune femme, donc elle est à la limite... Très jeune. Elle est ado. Pour moi, il y a pas une ambiguïté, mais elle est à la limite de l'enfance et du monde adulte. Et de toute façon, elle agit comme une adulte, puisqu'elle est plongée dans un monde d'adulte et elle doit donc réagir. En plus, elle a des attributs, on va dire, royaux, ce qui fait qu'elle a des responsabilités à l'égard de son groupe, la Vallée du Vent, donc de son peuple, d'autant que son père meurt. Mais Nausicaa, elle est à la frontière des deux. Et puis de toute façon, dans le manga, plus elle évolue, plus elle rejoint définitivement le monde des adultes. Surtout qu'elle a des relations avec des habitants de la forêt, donc le peuple de la forêt, qui mériterait lui aussi tout un passage. Donc, mais voilà. S'il y avait un message adressé par Miyazaki à ceux qui regardent ces films, ce serait un message, alors on l'a dit, pas seulement écologique, mais un message très fort d'appel à un équilibre, à une cohabitation entre l'humanité et la nature. Et ben, ce message, on le trouve dès Conan, la série télévisée que Miyazaki réalise. Ici, c'est un extrait de l'épisode 23, peut-être vous vous en souvenez, chers auditeurs, parce que c'était vraiment sur nos écrans pendant longtemps, dans les années 90, c'est ça Oui, un petit peu plus tôt, 80, 90, ouais. Et voilà, les personnages vous sont peut-être familiers. Écoutons juste ce que dit... Mais c'est une œuvre hyper importante. Le professeur Rao, le fils du futur. Écoutez cette tirade et donc cette position écologique. Nous avons tous oublié que la nature avait ses propres règles. Le soleil brille dans le ciel et permet la vie sur la terre, la vie végétale et la vie animale. L'homme est venu bien après. Il sait maintenant qu'il doit vivre au milieu de cette nature. Tu devras respecter cette nature, Conan. Oui, professeur. C'est le bien le plus précieux qu'un homme puisse léguer aux enfants d'aujourd'hui. Et si le soleil brille, il faut profiter de ses bienfaits et non pas vouloir le domestiquer. La nature est le bien le plus précieux qu'un homme puisse léguer aux enfants. Il faut profiter de ses bienfaits et ne pas vouloir la domestiquer. En fait, vous pourrez dire deux mots de la série Conan, évidemment, mais en fait, l'écho là est direct avec la société occidentale, et je pense notamment au texte d'Aldo Léopold dans l'Almanach d'un Comté des Sables, qui dit exactement la même chose, vivre en cohabitation avec la nature. Chez Miyazaki, c'est vraiment l'important, c'est ça. Il aspire à cet objectif qui est l'équilibre
Et on pourrait évoquer, donc du coup, par exemple, Princesse Mononoke. Là aussi, c'est toute la question de l'équilibre de la relation entre le groupe humain et la nature. Et Nausicaa, que ce soit sa version film ou sa version manga, aborde à la fois le conflit avec la nature, donc à travers le personnage de Kushana, qui se double un peu maléfique de Nausicaa, et cette recherche de l'équilibre. Et donc, notamment dans le manga, c'est toute la découverte de ce qu'on appelle le peuple de la forêt, qui vit en fusion totale avec la mer de décomposition, et qui est une manière du rapport. Mais chez Miyazaki, d'une certaine manière, le peuple de la forêt, dans le manga, c'est presque un extrême de l'autre bord. Et du coup, Miyazaki joue sur cet équilibre, c'est-à-dire il y a un aspect quand même très taoïste, qui est la voie du milieu. C'est-à-dire cette recherche d'équilibre. Et que le personnage, même Nausicaa, joue toujours sur cette voie du milieu. Elle est entre l'équilibre, entre son empathie à l'égard des communautés humaines, donc cet fameux aspect messianique, cette volonté d'associer les peuples, de mettre un terme à la guerre, et cet équilibre avec la nature. Et effectivement, elle est en permanence sur le fil, sur cette voie du milieu, et elle essaie de trouver un équilibre entre ces deux rapports. Parce que ce que dit le professeur Rao dans l'extrait de Conan, c'est que la nature existait avant, l'homme est venu bien après, et il sait maintenant qu'il doit vivre au milieu de cette nature. Est-ce que ça veut dire que l'homme doit élargir sa communauté à la nature elle-même? Ça, c'est ce que dit Aldo Léopold. Ou est-ce que ça veut dire qu'il reste une différence, et j'ai plutôt l'impression que c'est cette option-là, qu'il faut penser qu'il y a une différence entre la nature et l'homme et penser la cohabitation avec cette différence-là. Moi, je pense oui, c'est l'aspect de la différence, parce que la communauté humaine vit sa propre histoire, a ses propres relations, et d'ailleurs, on pourrait faire écho avec Princesse Mononoke, la communauté du Tataraba joue sur cette question-là. Liberté sociale, mais destruction de l'écosystème. Donc effectivement, la société humaine a ses spécificités, la nature a ses spécificités, et de vivre l'équilibre. Et en comparaison, la communauté des Emeshi au début de Princesse Mononoke et le peuple de la forêt dans le manga Nausicaa illustrent des communautés qui sont trop imbriquées dans cette fusion avec la nature et qui finit par oublier son rapport au monde extérieur. Et ce que rappelle Miyazaki, c'est qu'il ne faut jamais oublier le monde qui nous entoure, au risque de dépérir. Et donc, si on choisit une fusion trop forte avec la nature, on risque de se perdre. Si on se coupe trop de la nature, on amène à une destruction de cet équilibre. Donc Miyazaki insiste vraiment sur ce rapport d'équilibre. Qui peut passer par une bonne utilisation de la technique. Revenons-y quand même, parce qu'on a dénoncé la folie des hommes qui, par la technique, peut détruire le monde, mais bon, déjà, il peut le faire sans technique. Et surtout, chez Miyazaki, la technique peut être un lien entre l'homme et la nature. Tout à fait. C'est un équilibre qui peut se créer. Il ne rejette pas la technicité. C'est l'emploi de la technique, mais toujours là aussi. La vallée du vent, on est un bel exemple dans le film. Il y a un équilibre entre la dimension technique, les moulins, l'organisation, une forme de domestication quand même de l'espace. Mais il y a un respect, notamment toute la scène autour de la forêt, qui protège le puits au sein de la vallée, qu'ils sont obligés à un moment de détruire, puisqu'elle est contaminée. Donc il y a toujours ce rapport d'équilibre, effectivement, aspect technique en rapport à la nature. Mais moi j'aurais voulu juste souligner, si je peux, un petit aspect sur le film qui est vraiment très très important, c'est l'utopie communautaire. Parce que là on a parlé du rapport nature, donc société humaine, civilisation. Et il y a un aspect vraiment fondamental dans le film Nausicaa. Alors qui renvoie d'ailleurs à Conan, fils du futur, parce qu'il y a la même scène. En fait, Conan annonce un sujet très important dans Nausicaa, c'est l'occupation de la vallée. Et comment l'occupation de la vallée du vent, est une forme d'utopie quand même agro-pastorale, effectivement de cet équilibre société humaine-nature, technicité utilisée à bon escient sans écraser la nature. Donc, on est dans une utopie communautaire. Elle subit une agression extérieure et après ça mène à la question de la résistance de la nation et comment le peuple peut se solidariser autour, donc là pour le coup, d'un ennemi commun. Et c'est vraiment important ce rapport du jeu autour de la communauté, de l'acte de résistance, puisqu'on le retrouve dans Conan, on le retrouve dans plusieurs autres œuvres, et on la retrouve notamment aussi dans Princesse Mononoke. Et du coup, ça permet de souligner l'idée que Miyazaki construit des utopies communautaires. Donc là, je reviendrai sur Conan, Edenia et Industria, qui est Industria avec les travers de l'ancienne civilisation technique, Edenia qui est une sorte d'utopie agro-pastorale là aussi. Mais que Miyazaki insiste toujours sur l'idée que ces utopies-là
doivent faire attention au monde qui l'entoure et donc ne peuvent pas être figées dans une dimension utopique et qu'elles doivent se confronter au réel. Et du coup, on va dire en mise en abîme, en enchâssement, ça fonctionne de la même manière que pour le jardin secret. Le jardin secret ne peut pas être invincible, il peut subir les coups de l'extérieur. Et c'est le même rapport avec le rapport avec la nature. C'est que aimer la nature, vouloir fusionner avec la nature peut amener à dépérir et se couper de la nature peut aussi amener à dépérir. Et donc c'est vraiment important, c'est l'idée chez Miyazaki que rien n'est éternel et que tout doit se confronter au réel. Comme cette émission voilà. qui se touche à sa fin. Merci beaucoup Raphaël Colson de venir nous en parler ce matin. Je renvoie à l'ouvrage que vous avez écrit avec Gaël Régnier sur Miyazaki, donc Cartographie d'un univers qu'on trouve aux éditions des Moutons électriques. L'ouvrage est épuisé ? L'ouvrage est épuisé et là, nous on a récupéré nos droits et on est en train de travailler sur une nouvelle version et après on ira démarcher des éditeurs. L'appel est lancé. Mais voilà. Donc, mais oui, on est en train de... Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Une philosophie des règles est-elle possible ? Quand je parle de règles, entendons-nous, je parle bien des menstruations, des menstrues, des ours, des Anglais qui débarquent ou encore des ragnagnas. Les mots ne manquent d'ailleurs pas pour décrire ce fluide sanglant qui s'écoule naturellement entre les jambes des femmes, chaque mois sur plusieurs jours, de manière plus ou moins abondante et douloureuse, entre la puberté et la ménopause. Les mots ne manquent pas, mais les concepts peut-être, car si je pose la question de la possibilité de faire une philosophie des règles, c'est qu'a été réédité l'excellent livre d'Élise Thiebaud, Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Et si une telle petite histoire est possible, une petite philosophie devrait l'être tout autant. Mais si sûr, les philosophes ont-ils une position claire, voire une position tout court sur le sujet ? Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur. Mais parce que le sang c'est tabou, les règles c'est tabou. Celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas et qu'on chuchote à peine. L'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. De toute façon, rien de ce qui concerne les femmes est abordé facilement sur la scène humoristique, d'une part, et d'autre part, rien de ce qui concerne les règles est abordé facilement nulle part. Je sais que la première fois que j'ai eu mes règles, je me suis pris une claque par ma mère. C'est une tradition méditerranéenne apparemment.
T'es devenue une femme, voilà ce que ça fait d'être une femme, grosse claque dans la gueule, c'était bien sympa. Depuis quelques années, on a vu fleurir le nombre d'interventions sur les règles. Mobilisation, performance, festivals, prévention et pédagogie sur l'endométriose et la précarité menstruelle, alerte sur la composition toxique des protections périodiques, ou encore podcasts et documentaires comme l'extrait que l'on vient d'entendre, le documentaire 28 jours diffusé sur Arte. L'opinion publique a donc vu et fait apparaître les règles comme un véritable enjeu de société et à multiples dimensions. Alors il y a d'abord la dimension mythologique des règles. Subies mais très peu nommées, naturelles mais cachées, processus de purification mais considérées comme impures, les règles sont un tabou qu'il s'agit désormais de dévoiler. Puis il y a ensuite la dimension scientifique. Si tout le monde sait que les femmes ont leurs règles, ce qu'elles sont et d'où elles viennent, le mystère, oui, persiste sur le pourquoi de leur existence et leur part de douleur insupportable. C'est le cas de l'endométriose encore trop peu diagnostiquée et prise en charge. Et il y a bien sûr la dimension politique des règles. Parce que l'ignorance et l'imagination ont occupé l'espace sur le sujet, on en a fait un argument pour justifier une inégalité de droit entre les sexes. Pensez ainsi à ces fameuses sautes d'humeur qui rendraient irrationnelles et inaptes les femmes quelques jours par mois. C'est aussi le fameux syndrome prémenstruel que Dolly Parton a elle-même chanté. Eve, you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. 'Cause the PMS blues, PMS blues. I don't even like myself, but it's something I can't help. Got those God Almighty slap somebody, PMS blues. De tous ces points, il faut le dire, découle naturellement la dimension féministe des règles aujourd'hui. Et de tous ces points pourrait découler naturellement une philosophie des règles. Une philosophie qui s'étonne de cette naturalité pourtant cachée des menstruations, de cet écart entre le fait banal d'avoir ces règles et le fait d'en construire toute une mythologie parfois délirante. Qui s'étonne aussi d'une normalité qui est en fait discriminante. Qui s'étonne enfin que le terme de règles, venant de régulation mensuelle, soit le synonyme d'une dérégulation sociale et politique. Nature, culture, normalité, monstruosité, banalité extraordinaire, évidence, dissimulation, les règles se trouvent au croisement d'une foule de paradoxes. Mais on pourrait aussi parler de ce sang des règles. Déjà peu interrogé en philosophie, il l'est encore moins quand il s'agit de règles. Quel est donc ce sang qui n'est pas celui qui circule dans le corps de n'importe quel être humain? Pourquoi ne circule-t-il pas mais doit-il s'expulser? Pourquoi fait-il mal? Pourquoi a-t-il d'emblée un sens politique et pourquoi dégoûte-t-il? On pourrait alors s'étonner non pas des règles ou du sang, mais du fait aussi qu'il semble impossible de le concevoir pour lui-même. Plotin, dans ses Énéades, en parle pour le lier à la laideur. Rousseau, dans l'Émile, et même Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, parlant de l'odeur des règles comme rappelant celle des violettes fanées, ont d'emblée projeté sur elles toute une construction. Le sang des règles est-il ainsi impossible à approcher en tant que tel? Eh bien voilà une philosophie possible, celle qui s'étonne du manque d'étonnement des penseurs sur le sujet. Avant qu'une philosophie des règles voie le jour, vous pouvez lire Petite histoire des règles par Élise Thiebaud, Ceci est mon sang, paru dans une nouvelle édition à la Découverte. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission sur Miyazaki ainsi que toutes les autres chaque jour. Isis Jourda, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui a réalisé cette semaine pour vous, Emmanuel Morse-Duncan qui était à la prise de son aujourd'hui, Pierre Faucillon au mixage. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe François Julien. D'ici là, pour réécouter cette série d'émissions sur Miyazaki et pour philosopher avec Miyazaki la semaine prochaine et les jours qui suivront, eh bien sachez que c'est possible puisque vous pouvez télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, ou bien l'écouter en ligne sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, le compte des Chemins de la Philosophie sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram. Nous serons ravis de lire vos commentaires. Allez, à demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.